Mémé, le magasin de tricot est de l'autre côté de la rue. La voix moqueuse de Cédric traversa l'armurerie d'élite comme une lame, poussant chaque client à se tourner pour dévisager la femme qui venait d'entrer. Hélène Moreau, 52 ans, des cheveux parsemés de fils d'argent et des mains qui tremblaient légèrement, se tenait sur le seuil, vêtue d'une veste en jean délavé et de baskets usées. Le tremblement de sa main droite était particulièrement visible alors qu'elle ajustait son sac en toile. Regardez ses mains qui tremblent. Un client en tenue tactique de marque éclata de rire en montrant Hélène du doigt. Elle ne peut même pas tenir un café droit, alors encore moins un fusil. Un autre homme, vêtu d'un costume coûteux, ajouta « Quelqu'un n'a appelé ses petits-enfants ? Elle est perdue. » La boutique éclata d'un rire général. 20 témoins, tous concentrés sur cette femme plus âgée qui semblait s'y déplacer au milieu des armes rutilantes et de l'atmosphère chargée de testostérone. Cédric, le vendeur de 25 ans aux cheveux gominés et au sourire narquois, s'avança. « Madame, sérieusement, vous vous êtes trompée d'endroit. C'est pour les tireurs sérieux ici. Pas pour. » Il fit un geste dédaigneux vers ses mains tremblantes. Pas pour quoi que ce soit. Les yeux gris d'Hélène restèrent fixes malgré le tremblement de ses mains. Elle fit 3 pas en avant, ses baskets usées silencieuses sur le sol poli. Le tremblement ne cessa pas, mais quelque chose dans sa posture fit vaciller les rires un instant. Bientôt, chaque personne dans cette pièce serait désespérée de pouvoir avaler ses paroles. Hélène sentit le poids de leur regard, une sensation familière qu'elle avait apprise à ignorer des décennies plus tôt. Chaque jugement, chaque ricanement, n'était qu'un bruit de fond, une distraction qu'elle filtrait avec la même discipline qu'elle utilisait pour ajuster sa respiration avant un tir. Elle avait affronté des salles remplies de jeunes recrues arrogantes, des officiers sceptiques, des politiciens condescendants. Ce ramassis de clients suffisants n'était qu'une autre variation sur un thème qu'elle connaissait par cœur. Elle laissa son regard balayer la pièce, non pas avec curiosité, mais avec une évaluation méthodique. 20 personnes. 3 sorties claires, une 4e potentielle par l'arrière-boutique. Les armes les plus puissantes étaient sous vitrine, mais plusieurs pistolets étaient à portée de main sur des présentoirs ouverts. Elle nota la position de chaque caméra de sécurité, l'angle mort près du rayon des munitions. C'était un réflexe, une seconde nature gravée dans son système nerveux par des années de formation où la conscience de son environnement était la différence entre la vie et la mort. Cédric s'appuya contre le comptoir en verre, les bras croisés, savourant le spectacle. La maladie de Parkinson qui fait des siennes. Mémé, vous devriez peut-être retourner à la maison de retraite avant de vous blesser. Le venin dans sa voix était délibéré, calculé pour obtenir plus de rire de la foule grandissante. Et ça marcha. Un groupe de jeunes hommes en gilet tactique se tapèrent dans les mains, leur téléphone déjà sorti, filmant ce qu'ils supposaient être un contenu viral d'une vieille dame se ridiculisant. Hélène posa doucement son sac en toile par terre. Le mouvement était contrôlé malgré le tremblement visible. Elle se redressa et, pour la première fois, ses pieds se placèrent dans une posture qui fit froncer les sourcils à Marc, un ancien militaire qui se tenait près du présentoir de munitions. C'était subtil. Pieds écartés à la largeur des épaules. Poids répartis uniformément. Centre de gravité bas. Le genre de posture qu'on n'apprend pas dans un cours de tir du week-end. Marc avait passé 15 ans dans les forces spéciales. Il avait vu cette posture sur les champs de tir de Djibouti à Gao. C'était la posture de quelqu'un pour qui tenir une arme était aussi naturel que de respirer. Il observa plus attentivement, au-delà des cheveux gris et de la veste délavée. Il vit la façon dont elle se tenait, non pas comme une cliente, mais comme une évaluatrice. Ses yeux ne flânaient pas, ils scannaient, analysaient. Il regarda Cédric, ce gamin arrogant qui n'avait probablement jamais vu un théâtre d'opération autrement qu'à travers un écran de jeu vidéo, et il sentit une pointe d'agacement. Le mépris facile de la jeunesse pour l'expérience était une chose qu'il ne supporterait jamais. Il décida de rester et de voir comment cela allait se dérouler. Il se devait bien ça, ne serait-ce que pour l'étrange sentiment de familiarité que cette femme lui inspirait. Pendant ce temps, Hélène ignorait la caméra du téléphone pointée sur elle. Elle était concentrée, son esprit passant en revue le plan de la boutique, les visages de la foule, et maintenant, les armes exposées derrière le verre sécurisé. C'était un inventaire impressionnant, elle devait l'admettre. Mais la plupart des pièces étaient des modèles de série, conçus pour des amateurs fortunés qui voulaient jouer aux soldats le week-end. Elle cherchait quelque chose de précis, quelque chose qui ne devrait pas être là. Variante CQB du Barrett M82A1, dit Hélène, sa voix coupant les rires comme un couteau dans du papier. Celui avec le ressort de tampon modifié. La boutique devint silencieuse pendant exactement 2 secondes. Le modèle qu'elle venait de nommer ne figurait sur aucun catalogue public. Il n'était pas censé exister en dehors des contrats militaires classifiés. Le sourire narquois de Cédric vacilla,
mais il se reprit rapidement, redoublant de moqueries. Oh, alors Mémé a regardé des vidéos sur YouTube. Mignon. Laissez-moi deviner, vous l'avez vu dans un jeu Call of Duty? D'autres rires parcoururent la foule, mais ils étaient plus rares maintenant, moins assurés. Une femme en blazer Gucci et talons de 10 cm s'avança, ses lèvres rouges et brillantes retroussées en un sourire condescendant. Ma chérie, ce n'est pas un musée. Ces armes sont pour les gens qui savent s'en servir. Pourquoi n'essayez-vous pas le prêteur sur gage au bout de la rue? Je suis sûr qu'ils ont de belles antiquités plus à votre goût. Hélène sentit une vieille fatigue la gagner. Ce n'était pas la première fois. La condescendance, le jugement fondé sur son âge, son sexe, son apparence. C'était une bataille qu'elle avait menée toute sa vie, d'abord comme jeune recrue dans un monde d'hommes, puis comme instructrice face à des élèves qui la jugeaient trop petite, trop silencieuse, et maintenant comme femme d'âge mûr face à une société qui la considérait comme invisible. Mais sous la fatigue, une étincelle de défi s'enflamma. Elle ne laisserait pas ces gens la définir. Pas aujourd'hui. Pas jamais. Sa main tremblante chercha son étui à lunettes, en sortant une paire de lunettes de lecture qui avaient connu des jours meilleurs. Le mouvement attira l'attention sur une légère cicatrice à son poignet. Un cercle parfait, ancien et estompé, le genre de marque qui poussa Marc à s'approcher inconsciemment. Il avait déjà vu des cicatrices comme ça. Les blessures par balle laissaient une signature spécifique, surtout quand elles traversaient de part en part. Le numéro de série devrait commencer par CQB47, poursuivit Hélène, ajustant ses lunettes avec des doigts tremblants. Longueur du Canon 50 cm, pas les 73 standards. Percuteur en titane, pas en acier. Chargeur modifié pour contenir cette cartouche au lieu de 10 pour la répartition du poids. Robert Dubois, le gérant du magasin, sortait tout juste de son bureau lorsqu'il entendit les spécifications. Ancien des commandos marines, la quarantaine, la coupe en brosse grisonnant sur les tempes, il se figea en plein pas. Ce n'étaient pas des détails que l'on pouvait trouver en ligne. C'étaient des spécifications de fabricants que seule une personne ayant manipulé l'arme pouvait connaître. Plus important encore, c'étaient des spécifications classifiées. Cédric remarqua Robert, mais interpréta mal son expression. « Eh, Robert, on a une encyclopédie Wikipédia sur Pat ici. Mémé pense qu'elle connaît notre inventaire mieux que nous. » Il se retourna vers Hélène, la voix dégoulinante de condescendance. « Sécurité. On doit escorter cette dame dehors avant qu'elle ait un moment de sénilité et se blesse. » Mais aucune sécurité n'arriva. À la place, Marc se rapprocha. Ses yeux étaient fixés sur la façon dont les mains d'Hélène tremblaient. Ce n'était pas le tremblement de l'âge ou de la peur. C'était trop rythmé, trop spécifique à certaines positions. Il avait vu ce tremblement chez des camarades, des hommes qui avaient passé trop de temps derrière une mitrailleuse lourde en Afghanistan, dont les nerfs avaient été usés par le recul incessant. C'était une signature, une blessure invisible que seuls ceux qui avaient été là-bas pouvaient reconnaître. Robert Dubois, lui, sentait une sueur froide perler sur son front. Les spécifications qu'elle avait citées n'étaient connues que de lui, du PDG de l'entreprise, et du contact très spécifique au sein du ministère des Armées qui leur avait autorisé la détention de cette pièce d'exception à des fins de démonstration privée. Sa présence même dans la boutique était une zone grise légale, un secret bien gardé. Que cette femme, sortie de nulle part, puisse la décrire avec une telle précision était plus qu'inquiétant. C'était impossible. Lésion nerveuse, réalisa-t-il. Le genre que l'on contracte après une exposition prolongée au recul, ou c'est un tremblement de combat, dit Marc à voix basse. Mais sa voix porta dans la tension soudaine. Des lésions nerveuses dues à des tirs prolongés. J'ai vu ça chez des gars qui ont passé trop de temps sur la 12.7 au Sahel. Cédric se retourna, le visage rouge. Oh super. Un autre expert. C'est quoi ça? Une convention de Wanab? Il fit un geste ample vers Hélène. Bientôt, vous allez me dire que c'est une sorte d'héroïne de guerre. Regardez-la. Elle ne peut probablement même pas voir la cible, encore moins l'atteindre. La foule se divisait maintenant. Certains riaient encore avec Cédric, mais d'autres commençaient à remarquer des détails. La façon dont Hélène n'avait pas bronché face à l'hostilité, le maintien militaire parfait malgré les vêtements décontractés, le calme dans ses yeux gris qui parlait de quelqu'un qui avait affronté bien pire qu'une pièce pleine de moqueries. Hélène se dirigea vers la vitrine. Chaque pas était mesuré malgré le tremblement de ses mains. Pendant qu'elle marchait, Cédric remarqua autre chose. Elle cataloguait. Ses yeux balayaient la pièce selon un schéma, notant les sorties, comptant les gens, identifiant les menaces potentielles. C'était subtil, mais une fois qu'on le voyait, on ne pouvait plus l'ignorer. C'était le genre de scan de situation qu'on enseignait aux forces de l'ordre et aux militaires, une évaluation constante de l'environnement qui devenait une seconde nature. Pour Cédric,
qui avait suivi la formation de base de l'entreprise sur la sécurité, cela ressemblait vaguement à ce qu'on lui avait appris, mais à un niveau d'instinct et de fluidité qu'il n'avait jamais vu chez personne. Pendant un instant, un frisson d'incertitude le parcourut, mais il le chassa rapidement, le remplaçant par une nouvelle vague d'arrogance. Elle jouait un rôle, c'était tout. Une vieille folle qui s'était trop prise au jeu. Troisième rangée, dit Hélène, pointant d'un doigt tremblant. Deuxième en partant de la gauche. C'est celui-là. Cédric éclata d'un rire rauque et grinçant. Oh, vous voulez le fusil à 50 000 €? Bien sûr. Laissez-moi le sortir pour quelqu'un qui ne peut même pas signer son nom sans trembler. Robert, tu vois ça? On a un spectacle comique en direct. Robert ne rit pas. Il fixait la vitrine, exactement le fusil qu'Hélène avait désigné. C'était leur pièce la plus chère, une arme qui, techniquement, ne devrait même pas se trouver dans un magasin civil. Il la gardait comme pièce de démonstration, ne s'attendant jamais à la vendre. Le fait qu'elle l'ait identifiée parmi des dizaines de fusils d'apparence similaire était troublant. 3 autres clients entrèrent dans la boutique, immédiatement attirés par le spectacle. L'un d'eux, une jeune femme avec une queue de cheval blonde parfaitement coiffée, chuchota assez fort pour que tout le monde entende. Pourquoi les personnes âgées font-elles toujours perdre leur temps à tout le monde? Elles pensent probablement que c'est une épicerie. Cédric saisit l'occasion. Vous savez quoi? Amusons-nous un peu. Et, mémé, vous voulez voir le grand méchant fusil? Laissez-moi vous montrer ce que vous ne pouvez certainement pas vous permettre. Il fit semblant de sortir ses clés, les faisant teinter de manière moqueuse. À moins que vous n'ayez votre chèque de pension avec vous. L'insulte fit mouche, provoquant des rires cruels dans la foule. Quelqu'un commença même à enregistrer avec son téléphone, prévoyant sans doute de le poster en ligne avec une légende du genre « Mamie fait son shopping de guerre » ou quelque chose d'aussi dégradant. Mais Hélène ne réagit ni avec colère ni avec embarras. Au lieu de cela, elle plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit quelque chose de petit et métallique. C'était une pièce de défi, usée et lisse après des années de manipulation. Cédric ne pouvait pas distinguer les détails de là où il se tenait, mais Robert le pouvait. Le sang quitta son visage alors qu'il reconnaissait l'insigne de l'unité, une unité qui avait été officiellement dissoute, ses archives scellées, son existence niée. « Ouvrez simplement la vitrine », dit Hélène calmement. « S'il vous plaît. » Cédric remarqua la réaction de Robert et l'interpréta complètement de travers. Vous voyez, même Robert sait que c'est ridicule. Il appelle probablement la sécurité en ce moment. Mais Robert n'attrapait pas le téléphone. Il s'avançait, ses mouvements prudents, presque révérencieux, alors que Cédric ouvrait la vitrine à contre-cœur, continuant ses moqueries et ses blagues sur le fantasme armé de la grand-mère. Hélène remonta sa manche juste assez pour appliquer une attelle de poignet spécialisée. Le mouvement était exercé, efficace, et révéla plus que la simple cicatrice circulaire que Marc avait remarquée. Il y avait un réseau de cicatrices, précises et délibérées, courant le long de son avant-bras. Des cicatrices chirurgicales, le genre que l'on obtient après de multiples opérations pour réparer des lésions nerveuses catastrophiques. L'attelle elle-même n'était pas un dispositif médical ordinaire. Cédric remarqua qu'Hélène la sortait de son sac. C'était un équipement de soutien médical avancé avec une construction en fibre de carbone et des microcerveaux stabilisateurs. Développé à l'origine pour les SA afin d'aider les astronautes à maintenir un contrôle moteur fin en apesanteur, ces dispositifs avaient été adaptés pour les tireurs d'élite confrontés à des lésions nerveuses dues à des blessures de combat. Le flacon de pilules qu'elle révéla brièvement contenait des bloqueurs de nerfs de qualité militaire, des médicaments dont chaque dose coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une semaine. L'arthrite qui vous travaille, ricana Cédric, ne reconnaissant pas l'équipement médical sophistiqué. Vous devriez peut-être investir dans du baume du tigre au lieu de nous faire perdre notre temps. Le fusil reposait maintenant sur le comptoir, sa surface en métal noir brillant sous les lumières de la boutique. Hélène tendit la main pour le saisir, ses mains tremblant visiblement, et la foule retint son souffle, attendant de la voir soit le laisser tomber, soit lutter sous son poids. Quelque chose d'extraordinaire se produisit au moment où les mains d'Hélène entrèrent en contact avec l'arme. Le tremblement changea. Il ne s'arrêta pas. Il ne le pouvait pas. Les lésions nerveuses étaient permanentes. Mais il se modifia, s'adaptant au poids et à l'équilibre du fusil avec une précision qui témoignait de décennies de mémoire musculaire. Elle souleva l'arme de 14 kilos d'une seule main, ses mouvements fluides comme de l'eau malgré le tremblement. La tension du ressort du percuteur est décalée de 0,3 mm, dit-elle, passant ses doigts tremblants sur le mécanisme sans même regarder. Cela provoquerait un raté par temps froid, probablement autour de moins 15 degrés Celsius. Robert s'approcha, sortant ses outils d'inspection. Il vérifia le mécanisme des paliers. Elle avait raison. Au millimètre près.
Ce genre de capacité de diagnostic ne venait pas de vidéos YouTube ou de jeux vidéo. Cela venait de la manipulation de centaines d'armes dans des conditions où un raté signifiait la mort. « Madame », commença Robert, sa voix maintenant respectueuse. « Où avez-vous ? J'appelle les flics », l'interrompit Cédric, sortant son téléphone. « C'est du harcèlement. Vous ne pouvez pas entrer ici et toucher de la marchandise que vous ne pouvez pas vous payer. Je signale ça comme une tentative de vol. » La foule murmura, certains hochant la tête en signe d'accord, d'autres semblant incertains. La jeune femme à la tenue de marque était maintenant en direct sur les réseaux sociaux, narrant la scène à ses abonnés. Alors, cette vieille dame aux mains tremblantes pense qu'elle est une sorte d'experte. C'est honnêtement triste. Quelqu'un devrait vérifier si elle ne s'est pas échappée d'un EHPAD. Hélène posa doucement le fusil, ses mains toujours tremblantes, mais ses mouvements précis. Elle regarda Cédric droit dans les yeux et, pour la première fois, s'autorisa un petit sourire. « Appelez-les, je vous en prie. Demandez le capitaine Morin. Dites-lui qu'Hélène Moreau lui passe le bonjour. » Le nom eut un effet immédiat sur Marc, qui recula comme s'il avait été giflé. Morin, le capitaine Jacques Morin du 1er RPIMA, Cédric l'ignora, déjà en train de composer le numéro. Oui, police secours. Je dois signaler une perturbation à l'armurerie d'élite. Nous avons une femme âgée ici qui harcèle les clients et le personnel, possiblement instable mentalement. Pendant que Cédric continuait son rapport exagéré, Robert décrocha discrètement le téléphone interne du magasin. Sa conversation fut brève, à voix basse, mais Marc en saisit des fragments. « Il faut que vous voyiez ça. »« Non, monsieur. »« Tout de suite. »« Oui, elle est là. » Pendant ce temps, les caméras du système de sécurité enregistraient tout. Dans le bureau du directeur, 3 étages plus haut, plusieurs écrans montraient différentes vues de la scène. Le logiciel de reconnaissance faciale, alimenté par une IA développée à l'origine pour la protection des bases militaires et maintenant adapté à la sécurité du commerce de détail haut de gamme, effectuait des scans continus. Le système, avec sa connexion de base de données cryptée aux listes de surveillance fédérale, avait signalé quelque chose d'inhabituel sur le profil d'Hélène. L'équipement de surveillance de qualité militaire, coûtant plus cher que la plupart des voitures de luxe, commença à croiser ces données biométriques avec des dossiers personnels classifiés. Mais la vraie révélation vint d'une source inattendue. L'un des clients, un homme plus âgé qui parcourait tranquillement le rayon des munitions dans un coin, se redressa soudainement. Il avait observé la scène avec un malaise croissant. Mais quand Hélène avait soulevé le fusil, quand il avait vu la manière spécifique dont ses mains avaient bougé, malgré le tremblement, la reconnaissance illumina son visage. « Sainte Marie, Mère de Dieu », murmura-t-il, puis plus fort, « ITP 7. Vous êtes ITP 7. » La boutique devint silencieuse. Même Cédric interrompit son appel. ITP. Cette n'était pas une désignation que la plupart des gens reconnaîtraient. Mais Marc, si. Robert, si. Et à en juger par le changement soudain d'atmosphère, au moins quelques autres aussi. Instructeur de tir de précision, dit Marc lentement, comme si prononcer les mots pouvait les rendre moins réels. Ceux qui forment les formateurs, les fantômes qui n'existent pas. Cédric rit, mais c'était un rire forcé maintenant. Nerveux. C'est ça, et moi je suis des commandos marines. Allons, les gens, ne tombez pas dans son délire. Elle a probablement entendu ça dans un film. Mais Robert se déplaçait déjà, se dirigeant vers l'arrière-boutique d'un pas rapide et déterminé. Il revint avec un vieux livre relié en cuir. Ses pages étaient jaunies par le temps, le registre historique du magasin remontant à sa fondation en 1995. Il feuilleta les pages avec une efficacité exercée jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. Une photographie, délavée mais assez claire. Un groupe d'instructeurs lors d'une cérémonie militaire. Et là, au centre, une femme plus jeune avec les mêmes yeux gris, la même détermination sur le visage. La légende disait « Instructeur en chef H. Moreau recevant une distinction pour l'excellence de sa formation, 1998. » C'est impossible, dit Cédric, mais sa voix avait perdu son assurance. Ça pourrait être n'importe qui. Vous ne pouvez pas sérieusement croire. Tais-toi, Cédric. L'ordre venait de Robert, sec et final. Tais-toi pour une fois dans ta vie. La foule bourdonnait maintenant, les téléphones sortis, enregistrant tout. Le récit avait changé. Mais la plupart ne saisissaient toujours pas pleinement ce qui se passait. Certains pensaient que c'était une farce, une mise en scène élaborée pour les médias sociaux. D'autres sentaient quelque chose de plus profond, mais ne pouvaient pas tout à fait le situer. Hélène resta silencieuse pendant tout ce temps, ses mains toujours tremblantes, son expression calme. Elle avait déjà vécu cela. L'incrédulité, la moquerie, la lente prise de conscience.
Cela ne devenait jamais plus facile. Mais elle avait appris il y a longtemps que la vérité n'avait pas besoin d'elle pour la défendre. Elle se défendait toute seule. Un seul tir, dit-elle calmement, coupant court au bruit. Donnez-moi un seul tir à 500 mètres, et ensuite je partirai. Le stand de tir était attenant à l'arrière du magasin, une fierté pour l'armurerie d'élite. Il se vantait d'avoir le plus long stand de tir intérieur de la région, avec des cibles électroniques et une simulation de vent pour l'entraînement sérieux à longue distance. Cédric se moqua de la suggestion. 500 mètres, madame. Les tireurs olympiques ont du mal à cette distance. Vous ne pouvez même pas tenir vos mains stables. Ça devient pathétique. Mais Robert hochait déjà la tête. Évacuez le stand de tir, ordonna-t-il. Tout le monde dehors, sauf le personnel essentiel. Tu ne peux pas être sérieux, protesta Cédric. Elle pourrait blesser quelqu'un. Regarde ses mains, Robert. J'appelle le siège. Appelle qui tu veux, dit Robert. Après qu'elle ait tiré. La foule se déplaça comme une marée vers l'entrée du stand de tir, leur moquerie remplacée par de la curiosité. La femme aux vêtements de marque narrait avec essoufflement à son téléphone. Ok, alors apparemment cette vieille dame aux mains tremblantes pense qu'elle peut réussir un tir impossible. Ça va être soit incroyable, soit incroyablement embarrassant. Quelqu'un avait installé une cible à l'extrémité. Pas n'importe quelle cible, mais la pièce de défi du magasin. Une pièce de la taille d'une pièce de 2 €, en métal, suspendue à un fil de pêche, oscillant légèrement dans le courant de la ventilation. C'était une blague récurrente au magasin. En 3 ans, personne n'avait réussi à la toucher. Les meilleurs tireurs de la région avaient essayé et échoué. Hélène se dirigea vers la ligne de tir, sa démarche assurée malgré le tremblement. Elle s'agenouilla lentement, reconnaissant silencieusement que ses genoux n'étaient plus ce qu'ils étaient. La foule se pressa contre la vitre d'observation, les téléphones levés, attendant l'échec spectaculaire qu'ils étaient sûrs de voir arriver. Elle sentait leurs doutes comme une pression physique, une force invisible qu'elle avait appris à utiliser, à transformer en carburant pour sa concentration. Alors qu'elle s'installait, toute l'attitude d'Hélène se transforma. Le tremblement était toujours là, mais il semblait s'intégrer à sa posture, devenir une partie de son rythme. Plutôt que de lutter contre, elle enfila une paire de gants de tir usés de son sac. Le cuir était craquelé mais souple, moulé à ses mains par des années d'utilisation. C'est de la folie, marmonna Cédric. Mais même lui ne pouvait détacher son regard. Hélène prit son temps avec le fusil, ajustant la lunette avec des mouvements minuscules. Sa respiration ralentie, devint mesurée. Ceux qui savaient quoi chercher pouvaient le voir. La façon dont son corps s'alignait avec l'arme, le triangle de support parfait, la manière dont même son tremblement semblait suivre un schéma qui n'interférerait pas avec le tir. C'était une danse complexe entre le contrôle et l'acceptation, une maîtrise née de la nécessité. Elle ferma les yeux un instant, non pas pour prier, mais pour visualiser le trajet de la balle, pour sentir le vent simuler sur sa peau, pour devenir une extension de l'arme. Dans ce silence intérieur, le bruit de la foule, les chuchotements, les doutes, tout s'estompa. Il n'y avait plus qu'elle, le fusil, et la minuscule cible dansant à 500 mètres. Elle ne combattait pas le tremblement, elle l'attendait. Elle connaissait son rythme, sa cadence, les pauses infinitésimales entre les secousses. C'était dans ces silences de quelques millisecondes qu'elle trouverait son moment. Elle ouvrit les yeux, son regard d'un calme absolu, et son doigt se posa sur la détente. Le premier coup de feu retentit comme le tonnerre dans l'espace clos. La pièce ne bougea pas seulement, elle sonna comme une cloche. Un tir parfait, en plein centre. Mais Hélène n'avait pas fini. Elle s'ajusta légèrement, ses mains tremblantes devenant stables dans leur intention, et tira à nouveau. La pièce se fendit sur le bord, un morceau se détachant. Le silence était assourdissant. Puis, comme s'il était chorégraphié, chaque téléphone dans la foule s'abaissa. Le commentaire du direct s'arrêta. Même la bouche de Cédric pendait, béante, sans aucun commentaire sarcastique prêt à sortir. Troisième tir, annonça calmement Hélène. Pour prouver que ce n'était pas de la chance. Cette fois, elle ferma les yeux avant de tirer. Le morceau restant de la pièce se désintégra, ne laissant que le fil de pêche se balancer dans l'air. C'était impossible. C'était magnifique. C'était tout ce qu'ils avaient dit qu'elle ne pouvait pas faire, accompli avec des mains qui tremblaient et des yeux qu'ils avaient moqués comme étant trop vieux pour voir. Marc fut le premier à parler, sa voix rauque d'émotion. En 15 ans de tir de compétition, je n'ai jamais rien vu de tel. Pas avec des mains parfaites. Et certainement pas avec un tremblement de combat. La femme qui avait été en direct avait complètement baissé son téléphone, son visage rouge de ce qui aurait pu être de la honte. La foule en tenue de Marc qui avait ri si facilement était silencieuse maintenant,
en train de digérer ce dont elle venait d'être témoin. Quelqu'un à l'arrière murmura « A-t-elle vraiment fait ça les yeux fermés ?» Mais le vrai choc était encore à venir. Le bruit de pas rapide résonna dans la cage d'escalier, et Marcus Bernard fit irruption par la porte. Le PDG de l'armurerie d'élite n'était pas connu pour courir ou que ce soit. Du haut de son mètre 90 et bâti comme un ancien rugbyman, il commandait les pièces par sa présence, pas par l'urgence. Mais le voilà, son costume à 1000 € en désordre, son visage rouge d'avoir monté les escaliers 3 par 3. Il embrassa la scène du regard, Hélène debout sur la ligne de tir, la cible détruite, la foule stupéfaite. Et quelque chose changea dans son expression. La reconnaissance, suivie immédiatement par quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Instructeur Moreau », dit-il, et sa voix portait un poids qui fit se tourner tout le monde. Puis, dans un geste qui choqua toutes les personnes présentes, Marcus Bernard, PDG de la plus grande chaîne de vente d'armes du Sud, posa un genou à terre dans une génuflexion militaire parfaite. « Madame », continua-t-il, la voix épaisse d'émotion. « Élève Bernard, promotion novembre 1998. Vous m'avez sauvé la vie à Kaboul. » La pièce éclata. Les téléphones se relevèrent, enregistrant cette scène impossible. Le visage de Cédric était passé du rouge au blanc, son téléphone suspendu, oublié dans sa main, toujours connecté à la police. La voix de l'opérateur pouvait être entendue faiblement. « Monsieur, êtes-vous toujours là? Avez-vous besoin d'aide ?» Hélène baissa les yeux sur Marcus, et pour la première fois depuis son entrée dans le magasin, son expression s'adoucit. « Relevez-vous, Marcus. Vous savez que je n'ai jamais aimé les formalités. » Mais Marcus ne se releva pas. Au lieu de cela, il regarda autour de lui, ses yeux trouvant chaque personne qui s'était moquée, chaque visage qui avait ri. Quand il parla, sa voix portait l'autorité du commandement. « Cette femme, dit-il, est Hélène Moreau, la mère fantôme, instructeur en chef à l'école de tir de précision militaire pendant 25 ans. Elle m'a formé. Elle a formé mes instructeurs. Elle a formé les gens qui ont formé les commandos marines. » Il fit une pause, laissant cela s'imprégner. Le tremblement dans ses mains, des lésions nerveuses subies en sortant 6 soldats blessés d'un VAB en feu en Côte d'Ivoire. 2003. Elle est restée sous le feu pendant 45 minutes, assurant la couverture avec un fusil endommagé et une épaule démise. Elle les a tous sauvés. Le silence dans la pièce était maintenant absolu. Même la ventilation semblait s'être arrêtée, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. La femme en tenue de marque avait des larmes qui coulaient sur son visage, ruinant son maquillage parfait. Les jeunes hommes qui s'étaient tapés dans les mains à cause de leur moquerie semblaient vouloir s'enfoncer dans le sol. Cédric retrouva enfin sa voix, bien qu'elle ne soit guère plus qu'un murmure. « Mais elle, je ne savais pas. »« Vous ne saviez pas, » dit Marcus en se relevant enfin. « Vous avez vu une femme plus âgée avec des mains tremblantes et vous avez supposé qu'elle était faible. Supposé qu'elle était inférieure. Supposé qu'elle n'avait pas sa place ici. » Il se tourna pour faire face à Cédric. « Vous êtes viré. Effet immédiat. Videz votre casier. »« Mais monsieur Bernard, ai-je bégayé. « Cédric, c'est fini. La sécurité va vous escorter. » Hélène leva une main. « Marcus, attendez. Le garçon a fait une erreur. Nous en faisons tous. »« Peut-être. »« Non, madame. Respectueusement, non. » La voix de Marcus était ferme. Le manque de respect a des conséquences. Le jugement basé sur l'apparence a des conséquences. Il a eu 20 occasions de faire preuve de décence humaine élémentaire et il a échoué à chaque fois. La foule se déplaçait maintenant, certains essayant de se diriger vers les sorties, d'autres se pressant plus près comme si la proximité d'Hélène pouvait d'une manière ou d'une autre les absoudre de leurs rires antérieurs. Marc s'était mis au garde-à-vous sans s'en rendre compte, son corps répondant à un entraînement vieux de plusieurs décennies. Robert tenait toujours le livre d'histoire, les jointures blanches. Un des jeunes hommes qui avait filmé plutôt s'avança avec hésitation. « Madame, je suis désolé. Mon père a servi. J'aurais dû savoir. J'aurais dû. » Sa voix se brisa. Hélène le regarda, ses yeux gris bienveillants malgré tout. « Comment t'appelles-tu, mon garçon ? » « Thomas. Madame. Thomas Dubois. »« Eh bien, Thomas, tu as appris quelque chose aujourd'hui. C'est ce qui compte. » Elle se tourna pour s'adresser à la pièce. « Vous tous. Parfois, la personne la plus dangereuse dans la pièce est celle qui en a le moins l'air. Parfois, la force se présente dans des emballages inattendus. » Quelqu'un à l'arrière cria « Avez-vous vraiment été à l'école militaire pendant 25 ans ?» Marcus répondit pour elle.
Madame détient le record du nombre de formations réussies. Plus de 3000 tireurs d'élite sont passés par ses cours. Elle a rédigé le manuel qui est encore utilisé aujourd'hui. Elle a littéralement écrit le livre de référence sur le tir de précision à longue distance. Le tremblement, demanda une autre voix avec hésitation. Comment tirez-vous avec des lésions nerveuses? Cette fois, Hélène répondit, on s'adapte. On apprend le nouveau rythme de son corps. On fait du tremblement une partie de sa technique au lieu de lutter contre. De la même manière qu'on s'adapte au vent, à la distance, à la pression. Un bon tireur ne combat pas les conditions, il les accompagne. La femme en blazer Gucci s'était approchée, son téléphone oublié. « Je suis tellement désolée, dit-elle, sa voix faible. J'ai dit des choses terribles. Je vous ai jugé. Je ne sais même pas comment m'excuser assez. Alors ne le faites pas, dit simplement Hélène. Faites simplement mieux la prochaine fois. Voyez les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce que vous supposez qu'ils sont. Mais les révélations n'étaient pas terminées. Alors que la foule digérait ce qu'elle avait appris, que Cédric était escorté par la sécurité, son visage un mélange de choc, de honte et de colère grandissante, l'histoire commença à se propager au-delà des murs de l'armurerie d'élite. Les directs, les vidéos, les photos, tout cela se propageait déjà à toute vitesse sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, le hashtag la mère fantôme était en tendance. Des vétérans de tout le pays partageaient leurs histoires, leurs souvenirs de l'instructrice légendaire qui avait façonné une génération de tireurs d'élite militaire. Des photos firent surface, Hélène en uniforme, Hélène formant des élèves, Hélène recevant des décorations. Chaque image montrait les mêmes yeux gris et stables, la même mâchoire déterminée. De retour dans le magasin, Marcus gérait encore ses propres émotions. « Madame, quand je vous ai vu sur le flux de sécurité, la façon dont vous teniez le fusil, j'ai su. Je suis descendu en courant aussi vite que j'ai pu, mais… » Il fit un geste impuissant vers la silhouette de Cédric qui s'éloignait. « Je suis désolé de la façon dont vous avez été traité dans mon propre magasin. C'est impardonnable. » Hélène ajusta ses lunettes, le tremblement de ses mains aussi constant que son calme. « Ce n'est pas ta faute, Marcus. Les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir. Une femme plus âgée avec des mains tremblantes. Ils inventent leur propre histoire. » « Mais ils ne devraient pas, » intervint une nouvelle voix. C'était Marc, qui s'était rapproché. « Madame, j'ai fait 2 tours au Mali. Si j'avais fait attention, si j'avais vraiment regardé, je l'aurais vu. Votre posture, la façon dont vous analysez une pièce, le rythme de votre tremblement, tout cela crie « opérateur entraîné ». Point. Robert prit enfin la parole. Le programme ITP était classifié, n'est-ce pas? Je veux dire, nous avons tous entendu des rumeurs, mais… Certains secrets ne valent pas la peine d'être gardés, répondit Hélène. Oui, c'était classifié. Techniquement, ça l'est toujours. Mais quand vous formez autant de personnes sur autant d'années, le mot finit par sortir. Le surnom de « mère fantôme » vient de mes élèves. Ils disaient que je pouvais apparaître n'importe où sur le champ de tir sans qu'ils m'entendent arriver. Thomas, le jeune homme qui s'était excusé plus tôt, leva son téléphone. « Madame, est-ce que ça irait si je prenais une photo avec vous? Mon père ne croirait jamais ça. » Il racontait des histoires sur les instructeurs fantômes de l'école militaire. Hélène sourit. « Bien sûr. Mais d'abord, laisse-moi te dire quelque chose sur ton père. » Alors que l'après-midi avançait, la dynamique à l'armurerie d'élite s'était complètement transformée. Ce qui avait commencé comme une moquerie cruelle était devenu tout autre chose. Une leçon de maître sur l'humilité, le respect et le danger des suppositions. Les images de sécurité montreraient plus tard le moment exact où le pouvoir avait basculé, lorsque la reconnaissance s'était installée et que la supériorité s'était effondrée en honte. Pendant ce temps, Cédric était assis dans sa voiture sur le parking, regardant son téléphone exploser de notifications. Les vidéos étaient partout, son visage, ses mots, sa cruauté, tout cela conservé dans l'ambre numérique. Les offres d'emploi qu'il envisageait étaient déjà en train d'être retirées. Sa petite amie lui avait envoyé un texto demandant si le type horrible dans la vidéo virale était vraiment lui. Il s'était cru supérieur à cause de sa jeunesse, de ses mains stables, de sa position derrière le comptoir. Il avait vu des détails de surface et construit tout un récit autour d'eux, sans jamais considérer ce qui pouvait se cacher en dessous. Maintenant, alors que sa vie soigneusement construite commençait à s'effondrer, il apprenait ce qu'Hélène avait essayé d'enseigner avec miséricorde, que les actions ont des conséquences, que le respect doit être universel et non conditionnel. À l'intérieur, Hélène était entourée de personnes désireuses de se faire pardonner, d'entendre ses histoires, d'apprendre de quelqu'un qu'elles avaient rejeté quelques minutes auparavant. Mais elle n'était pas intéressée par un fan club ou un culte du héros.
Au lieu de cela, elle fit ce qu'elle avait toujours fait, elle enseigna. « Qui ici a déjà tiré à distance ?» demanda-t-elle. Plusieurs mains se levèrent. « Bien. Retournons au stand de tir. Je vais vous montrer comment lire les courants d'air dans un environnement intérieur. » Oui, il y a des courants d'air à l'intérieur. Tout affecte la trajectoire d'une balle. L'astuce est de savoir quoi chercher. Alors que le groupe se dirigeait vers le stand, Marcus prit Robert à part. « Je veux son histoire sur notre mur, en grand, et je veux qu'une nouvelle politique soit mise en œuvre immédiatement. Quiconque manque de respect à un client en raison de son apparence est renvoyé. Pas d'avertissement, pas de seconde chance. » Robert hocha la tête, mais son attention était sur Hélène, qui démontrait maintenant des techniques de préhension adaptées à diverses limitations physiques. « Tu sais ce qui me frappe ?» dit-il doucement. Elle aurait pu remettre Cédric à sa place immédiatement. Elle aurait pu lui jeter ses références au visage dès le début. Mais elle ne l'a pas fait. « Ce n'est pas son style, » répondit Marcus. « Ça ne l'a jamais été à l'école. Elle laissait les jeunes recrues arrogantes la sous-estimer. Elle disait que la leçon était plus marquante quand ils le découvraient par eux-mêmes. J'imagine que certaines choses ne changent pas. » Alors que le soleil de l'après-midi filtrait à travers les vitrines du magasin, projetant de longues ombres sur le sol, les répercussions continuaient de se propager. Les vidéos étaient devenues plus que virales. Elles devenaient un moment culturel. Les médias d'information reprenaient l'histoire. Les organisations d'anciens combattants la partageaient. L'expression « ne jugez pas un livre à sa couverture » était remplacée par « souvenez-vous de la mère fantôme ». Mais pour Hélène Moreau, debout au stand de tir et instruisant calmement un groupe de tireurs humiliés, ce n'était qu'une autre journée à faire ce qu'elle avait toujours fait, enseigner, s'adapter, et prouver que la vraie force n'a rien à voir avec des mains stables ou des yeux jeunes. Le tremblement dans ses mains ne s'arrêta jamais. Mais elle non plus. Alors que la séance de tir se poursuivait, d'autres histoires commencèrent à émerger. Chaque personne qu'Hélène corrigeait, chaque technique qu'elle démontrait semblait débloquer un autre souvenir chez quelqu'un dans la foule. Une femme d'âge mûr qui dirigeait une académie de formation à Lyon admit en larmes qu'elle avait été l'une des élèves d'Hélène en 2003, juste avant l'incident en Côte d'Ivoire. « Vous m'aviez dit que je n'étais pas faite pour le terrain, » dit la femme, la voix étranglée par l'émotion. « J'étais si en colère à l'époque, mais vous aviez raison. Vous m'avez sauvé la vie en me gardant en métropole. Je suis devenue instructrice à la place, et j'ai formé des centaines de policiers en utilisant vos méthodes. » Hélène ajusta légèrement la posture de la femme, ses mains tremblantes étonnamment douces. « Catherine Leroy, je me souviens de vous. Des compétences techniques exceptionnelles, mais vous paniquiez sous la pression. Votre talent était dans l'enseignement, pas dans le combat. Je suis heureuse que vous ayez trouvé votre voie. » L'après-midi tirait à sa fin, mais personne ne voulait partir. Même les clients qui étaient venus pour de simples achats se retrouvèrent entraînés dans cette masterclass improvisée. Marcus avait officiellement fermé le magasin aux nouveaux clients, mais ceux qui étaient à l'intérieur assistaient à quelque chose d'extraordinaire. « Le truc avec les tremblements, » expliqua Hélène à une jeune tireuse de compétition qui luttait avec ses propres problèmes nerveux, « c'est qu'ils suivent des schémas. Regardez. » Elle tendit la main, laissant tout le monde voir le tremblement rythmique. Toutes les 4,7 secondes, il y a une pause, microscopique, mais elle est là. C'est à ce moment-là que vous pressez la détente. Elle fit une démonstration, tirant à sec avec le fusil. Même sans munitions, la précision de son timing était évidente. La jeune femme essaya, échoua, puis réessaya. À la 4e tentative, son visage s'illumina de compréhension. « Je l'ai senti, la pause. »« Votre corps en sait plus que votre esprit ne le pense, » dit Hélène. « Faites-lui confiance. » Pendant ce temps, le monde extérieur réagissait aux vidéos virales avec une intensité croissante. Les forums militaires explosèrent de confirmations et d'histoires. Un général à la retraite posta une photo d'Hélène datant de 1995, debout à côté d'un groupe des commandos marines qu'elle avait formé. Un autre vétéran partagea une note manuscrite qu'elle lui avait envoyée après qu'il eut perdu son index au combat, détaillant des adaptations qui lui avaient permis de retourner en service actif. Mais tout n'était pas positif. Cédric, toujours assis dans sa voiture, avait commencé à poster sa propre version des événements, affirmant qu'il avait été piégé, que tout était un coup de pub. Son message gagna un certain soutien dans certains cercles, des gens désireux de croire que la justice virale était mise en scène. Ce récit aurait pu prendre de l'ampleur si ce n'était pas pour ce qui se passa ensuite. 3 SUV noirs entrèrent dans le parking de l'armurerie d'élite, leur arrivée rapide et coordonnée. Des hommes et des femmes en uniformes militaires impeccables en sortirent, leur port de tête sans équivoque. À leur tête se trouvait une femme dans la soixantaine, ses cheveux gris acier, ses insignes de grade la désignant comme colonel.
Elle entra dans le magasin d'un pas déterminé, son équipe la flanquant. L'atmosphère changea immédiatement. Ce n'était pas une visite de courtoisie. Les clients reculèrent instinctivement, créant un passage. Marcus s'avança, prêt à gérer quelle que soit l'affaire officielle qui venait d'arriver à sa porte. Mais le colonel passa devant lui, devant tout le monde, droit vers Hélène. « Instructeur Moreau », dit-elle formellement. Puis son sang-froid se fissura légèrement. « Hélène, nous devons parler. » Hélène posa le fusil avec lequel elle faisait sa démonstration, son expression. Indéchiffrable. « Bonjour, Patricia. Ça fait un moment. »« 12 ans, » répondit le colonel Patricia Guérin. « 12 ans que vous avez disparu après que la commission d'enquête vous a innocenté. Nous avons cherché partout. » La foule était maintenant figée, sentant qu'elle assistait à quelque chose qui dépassait son entendement. Marcus fit discrètement reculer les gens, donnant de l'espace aux deux femmes tout en gardant tout le monde assez près pour entendre. Quoi qu'il se passe, cela se passait publiquement. « Je n'ai pas disparu, » dit Hélène avec douceur. « J'ai pris ma retraite. Il y a une différence. Vous avez pris votre retraite sans préavis, sans cérémonie, sans laisser aucun de nous vous dire au revoir ou merci. » La voix de Patricia portait une vieille blessure à côté de l'autorité. « Avez-vous la moindre idée de ce que vos élèves ont traversé? De ce que j'ai traversé? Vous vous en êtes bien sortis sans moi. Ce n'est pas la question, et vous le savez. » Patricia sortit une enveloppe scellée de sa veste. « Ceci vous attend depuis plus d'une décennie. Votre dernière décoration. Celle que vous ne nous avez jamais laissé vous donner. » Hélène ne prit pas l'enveloppe. « Je vous l'ai dit à l'époque, je n'ai pas besoin de médaille pour faire mon travail. »« Il ne s'agit pas de ce dont vous avez besoin, » dit fermement Patricia. « Il s'agit de ce que vous avez mérité, de ce que vous méritez, de ce que les plus de 3000 tireurs que vous avez formés méritent de voir reconnus. » La tension entre elles était palpable. De vieilles amies séparées par les choix et le temps. Finalement, Patricia posa l'enveloppe sur le comptoir et sortit son téléphone. « Il y a autre chose. La raison pour laquelle je suis vraiment là. » Elle montra l'écran à Hélène. « Ceci est arrivé par les canaux officiels il y a 1 heure. Prague. Il vous demande spécifiquement. » L'expression d'Hélène ne changea pas, mais quelque chose se modifia dans sa posture. Le tremblement de ses mains sembla s'intensifier un instant. Prague, c'était il y a 25 ans. Apparemment, ce n'est pas aussi terminé que nous le pensions. Patricia baissa la voix, bien que dans le magasin silencieux, tout le monde pouvait encore entendre. Ils ont trouvé quelque chose. Des documents qui... Hélène, cela pourrait changer tout ce que nous pensions savoir sur l'incident Koslov. Le nom ne signifiait rien pour la plupart des gens dans le magasin, mais la brusque inspiration de Marc suggéra qu'il savait. Marcus savait certainement. Son visage avait pâli. « L'incident Koslov », murmura quelqu'un. « Qu'est-ce que c'est » Patricia leur jeta un coup d'œil, puis se retourna vers Hélène. « Peut-être devrions-nous en discuter en privé. »« Non, » dit simplement Hélène. « J'en ai assez des secrets. S'ils veulent ramener Prague à la lumière, faisons-le à la lumière. » Elle regarda autour d'elle les visages qu'il observait avec un mélange d'admiration, de curiosité et d'inquiétude. Prague, 99. Une opération conjointe qui a mal tourné. 6 opérateurs sont entrés. J'ai été la seule à en sortir. Le silence était absolu. L'équipe de Patricia se déplaça, mal à l'aise. C'étaient des informations classifiées partagées dans une pièce pleine de civils avec des téléphones. « Hélène, » avertit Patricia. « Qu'est-ce qu'ils vont faire, Patricia ? Passer en cour martiale une femme de 52 ans avec des lésions nerveuses. » Le sourire d'Hélène était acéré. L'incident Koslov, comme il l'appelle si cliniquement, était un échec du renseignement. On nous a envoyés pour éliminer une cellule terroriste. C'était un piège. 5 personnes bien sont mortes parce que quelqu'un dans la hiérarchie voulait jouer à la politique. Ce n'est pas, commença Patricia. Si, ça l'est. La commission d'enquête m'a innocenté de toute faute, mais ils n'ont jamais admis que le véritable échec était le leur. Mauvais renseignements, planification précipitée, et 5 familles ont reçu des drapeaux pliés. La voix d'Hélène restait stable, mais le tremblement de ses mains s'était aggravé. J'ai passé 6 mois en convalescence, à réapprendre à tirer avec des mains qui ne voulaient pas s'arrêter de trembler. Et quand j'ai enfin pu tenir un fusil assez stable pour enseigner, c'est ce que j'ai fait pendant 25 ans de plus. Dans la foulée, Marcus avait accédé au système d'assurance et de services juridiques premium du magasin. La protection complète, conçue pour les commerces d'armes à feu de grande valeur,
Comprenez une couverture de responsabilité spécialisée qui serait cruciale pour gérer la situation actuelle. Le cadre juridique avancé protégeant les droits et l'emploi des anciens combattants garantirait non seulement qu'Hélène reçoive une reconnaissance appropriée, mais aussi que le licenciement de Cédric soit géré correctement, protégeant le magasin de toute réclamation pour licenciement abusif. La même assurance qui couvrait les contractants militaires les aiderait maintenant à gérer les informations classifiées qui venaient d'être révélées dans leur boutique. Les documents qu'ils ont trouvés, continua prudemment Patricia, suggèrent que l'un des 5 pourrait avoir survécu. C'est pourquoi ils ont besoin de vous. Vous êtes la seule à avoir vu ce qui s'est réellement passé dans ce bâtiment. Hélène resta silencieuse un long moment. Quand elle parla, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Le corps de Fournier n'a jamais été retrouvé. Exactement. Il est mort, Patricia. J'ai vu l'explosion. Personne n'aurait pu survivre à ça. Les documents suggèrent le contraire. Des photos, récentes. Quelqu'un qui ressemble beaucoup au sergent David Fournier, vivant et travaillant avec des éléments peu recommandables. La foule était maintenant captivée, leur raison initiale d'être là oubliée. Il ne s'agissait plus seulement d'une femme âgée manquée de respect dans une armurerie. Il s'agissait de secrets, de sacrifices et d'ombres du passé qui s'étendaient jusqu'au présent. Quand ont-ils besoin d'une réponse ? Demanda Hélène. 48 heures. Ils assemblent une équipe, mais ils vous veulent comme conseillère. Votre expertise, votre mémoire de la mission originale. Patricia fit une pause. Hélène, si Fournier est vivant, s'il est là dehors depuis 25 ans, alors il est soit un prisonnier qui a besoin d'être secouru, soit un traître qui doit être arrêté. Les mains d'Hélène se crispèrent, le tremblement momentanément calmé par la force de sa poigne. Dans un cas comme dans l'autre, je le dois aux autres de le découvrir. Quelqu'un dans la foule, la femme en tenue de marque qui avait moqué Hélène plus tôt, prit soudain la parole. « Attendez, vous êtes en train de dire que vous allez retourner sur le terrain, à votre âge, avec vos mains. » C'était maladroit, mais cela exprimait ce que beaucoup pensaient. Hélène se tourna vers elle, et il y avait quelque chose de presque amusé dans son expression. « Ma chère, je suis trop vieille depuis que j'ai 35 ans. Trop vieille, trop femme, trop petite, trop silencieuse. Et pourtant, nous voilà. » Elle fit un geste autour de la pièce. L'âge est un chiffre. Ces tremblements sont une condition. Mais l'expérience, la formation, la capacité de voir ce que les autres manquent, ça s'améliore avec le temps, ça ne se dégrade pas. Le téléphone de Patricia vibra. Elle le vérifia, fronça les sourcils. Il y a plus. La reconnaissance faciale du système de sécurité de ce magasin, elle a déclenché quelque chose. Pas à votre sujet, Hélène. À propos de quelqu'un d'autre ici. La pièce se tendit. Tout le monde regarda autour de soi, soudain méfiant de ses voisins. L'équipe de Patricia se déplaça subtilement en position défensive. Il y a 3 mois, continua Patricia, il y a eu une faille de sécurité dans une installation d'archives militaires. Quelqu'un a accédé à des dossiers liés au programme ITP. Nous avons suivi une reconnaissance faciale partielle, mais avons perdu la piste. Elle regarda directement quelqu'un dans la foule. Jusqu'à maintenant. Tout le monde suivit son regard jusqu'à Thomas Dubois, le jeune homme qui s'était excusé auprès d'Hélène plus tôt. Son visage était devenu blanc. « Je peux expliquer, balbutia-t-il. Thomas. » La voix d'Hélène était calme mais inquiète. « Que as-tu fait ?»« Mon père. Il s'est entraîné sous vos ordres en 97. Roberto Dubois. Il est mort l'année dernière et je voulais en savoir plus sur son service. Les dossiers officiels étaient si expurgés, si vides. Je voulais juste comprendre qui il était, ce qu'il avait fait. » Des larmes coulaient maintenant sur son visage. « Je suis désolé. Je ne voulais faire aucun mal. Je voulais juste connaître mon père. » La main de Patricia s'était déplacée vers son arme de poing, mais Hélène s'interposa. « Patricia, arrêtez. C'est un gamin qui cherche l'histoire de son père. Nous sommes tous passés par là. » Il a pénétré dans des archives militaires classifiées, Hélène. Et il a trouvé quoi ? Des registres de formation, des félicitations. Rien qui ne menace la sécurité nationale. Hélène se tourna vers Thomas. « Ton père était un homme bien. Excellent tireur, meilleur observateur. Il a sauvé 3 vies en Bosnie en utilisant des techniques que je lui ai apprises. Ce n'est pas dans le dossier officiel, mais c'est vrai. » Les jambes de Thomas semblèrent flancher. Il s'assit lourdement sur une vitrine, sanglotant. Il ne parlait jamais de son service, il ne nous a jamais rien dit. Je voulais juste savoir qu'il était au-delà de papa, point. C'était un héros, dit simplement Hélène. Et apparemment,
Son fils a hérité de sa détermination, sinon de son jugement. Elle se retourna vers Patricia. Laissez tomber. Le garçon a appris sa leçon et aucun mal n'a été fait. Patricia hésita, puis hocha lentement la tête. La faille devra être documentée, mais étant donné les circonstances, je pense que nous pouvons éviter de porter plainte. Le coup de fouet émotionnel de l'après-midi pesait sur toutes les personnes présentes. De la moquerie à la révérence, en passant par l'intrigue internationale et le drame familial, ce fut un voyage que personne n'attendait en entrant dans l'armurerie d'élite ce jour-là. Alors que l'équipe de Patricia se préparait à partir, emmenant les informations de Thomas pour un suivi, Marcus retrouva enfin sa voix. « Hélène, quoi que vous décidiez à propos de Prague, sachez que vous avez notre soutien ici. Financier, logistique, tout ce dont vous avez besoin. Tu essaies de me recruter, Marcus. » Il y avait de la chaleur dans la voix d'Hélène maintenant. Toujours. Il sourit, puis redevint sérieux. « Vous m'avez sauvé la vie à Kaboul. Vous m'avez sorti d'un bâtiment en feu pendant que la moitié des talibans essayaient de nous tuer tous les deux. Je n'ai jamais pu vous remercier correctement pour ça. Tu viens de le faire. » Hélène ramassa l'enveloppe que Patricia avait laissée, toujours scellée après 12 ans. Parfois, le meilleur merci est de bien vivre. C'est ce que tu as fait. La foule commençait à se disperser maintenant, les gens se dirigeant vers les sorties avec des histoires qu'ils raconteraient pendant des années. Mais Cédric, qui avait observé depuis sa voiture, choisit ce moment pour revenir. Il fit irruption par la porte, le visage rouge de colère et d'humiliation. « Tout ça, c'est du pipeau !» cria-t-il. « C'est une mise en scène, des acteurs. Personne ne gobe ces conneries. » La sécurité se déplaça pour l'intercepter, mais Hélène leva une main. « Laissez-le parler. »« Vous me prenez pour un idiot ?» continua Cédric, de la salive volant. « Des missions secrètes, Prague, un drame militaire mystérieux. C'est du marketing viral ou une sorte de télé-réalité à la con. »« Cédric, » dit Marcus d'un ton menaçant. « Non, je ne vais pas perdre mon boulot pour une farce élaborée. » Il sortit son téléphone, montrant un écran plein de messages. « Regardez ça. Ma vie est ruinée à cause de votre petit spectacle. Eh bien, je ne joue plus le jeu. » Il se jeta sur Hélène. Que ce soit pour l'attraper ou la pousser, personne n'en était tout à fait sûr. Mais un entraînement ancré dans la mémoire musculaire ne s'efface pas, même avec des lésions nerveuses. Hélène esquiva en douceur, utilisant l'élan de Cédric contre lui. Il trébucha, s'écrasant contre une vitrine. Alors qu'il se relevait péniblement, quelque chose tomba du sac d'Hélène. Une photographie, vieille et froissée. Cédric la saisit triomphalement, prêt à exposer l'accessoire qu'il avait trouvé. Mais en regardant l'image, son visage changea. Elle montrait une Hélène plus jeune en tenue de combat complète, debout avec 5 autres opérateurs devant un hélicoptère. La qualité était médiocre, clairement prise à la hâte, mais les détails étaient sans équivoque. Équipement de combat, armes et en arrière-plan, un panneau partiellement visible en tchèque. Prague, décembre 1999, dit Hélène doucement. 3 heures avant la mission. Fournier a pris cette photo. Il a dit qu'on avait besoin de quelque chose pour se souvenir du moment. Sa voix se cassa légèrement. Il avait raison. Juste pas de la manière qu'il pensait. Les mains de Cédric tremblaient en tenant la photo. Ce n'était pas un accessoire. Les marques d'usure, la décoloration, la façon dont les bords étaient adoucis par la manipulation. C'était réel. Plus réel que tout ce que ces théories du complot pouvaient expliquer. Il leva les yeux vers Hélène, puis vers la foule, Marcus, l'équipe de Patricia. « Oh mon Dieu! Vous êtes vraiment... Tout ça est réel. » « La réalité est souvent plus difficile à croire que la fiction, » dit Hélène en reprenant doucement la photo. « C'est pourquoi nous nous racontons des histoires. Elles sont plus simples que la vérité. » Cédric tomba à genoux, toute combativité disparue. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne pouvais pas. »« Relève-toi, » dit Hélène, sans méchanceté. « Les hommes ne s'agenouillent que pour faire une demande en mariage ou pour prier. Et tu ne fais ni l'un ni l'autre. » Elle l'aida à se relever, ses mains tremblantes étonnamment fortes. « Tu es jeune. Les jeunes font des erreurs. La question est de savoir ce que tu fais ensuite. »« Je ne sais pas quoi faire. Ma carrière est finie. Tout ce pour quoi j'ai travaillé. » Est-ce le cas? Ou est-ce juste la fin de celui que tu pensais être? Hélène l'étudia avec ses yeux gris et stables. « Je me suis réinventée 3 fois dans ma vie. Opérateur militaire, instructrice, civile. Chaque transition a été brutale.
Chacune m'a appris quelque chose de nouveau. Patricia s'éclaircit la gorge. Hélène, nous devons y aller. Le briefing de Prague peut attendre 5 minutes de plus. Hélène se retourna vers Cédric. Tu as deux choix. Laisser ça te détruire, ou laisser ça te remodeler. Je ne peux pas faire ce choix pour toi. Cédric s'essuya le visage, l'air perdu. Comment je peux me relever de ça? Tout le monde a vu ce que j'ai fait. En faisant mieux. Publiquement. Constamment. Sans attendre le pardon ou les louanges. Elle fit une pause. Il y a un centre pour anciens combattants en ville qui a besoin de bénévoles. Des gens qui comprennent ce que c'est que d'être humiliés. Ça pourrait être un bon point de départ. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient, le magasin commença à se vider pour de bon cette fois. L'équipe de Patricia escorta Thomas dehors pour un interrogatoire plus approfondi, bien que l'intervention d'Hélène l'ait probablement sauvé de graves accusations. Les clients restants s'éclipsèrent, chacun emportant sa part des événements extraordinaires de la journée. Marcus raccompagna Hélène à la porte, où Patricia attendait avec une berline du gouvernement. « Vous savez que vous n'êtes pas obligé de faire ça, n'est-ce pas? Prague, la mission. Vous avez déjà assez donné. » Vraiment. Hélène regarda la photographie toujours dans sa main. Si Fournier est vivant, s'il a été Lador tout ce temps, j'ai besoin de savoir pourquoi. Les familles des autres méritent au moins ça. Et si c'est un piège? Si quelqu'un utilise son image pour vous attirer? Alors ils sont sur le point d'apprendre pourquoi j'ai été la seule à survivre à Prague en premier lieu. Malgré le tremblement de ses mains, il y avait de l'acier dans sa voix. Patricia ouvrit la portière de la berline. Le briefing est dans 6 heures. Nous aurons tout préparé d'ici là. Hélène hocha la tête, puis s'arrêta. Elle regarda en arrière vers le magasin, vers Marcus, vers l'endroit où elle avait été moquée puis révélée. Tu sais, je suis entrée ici pour un simple réglage de lunettes. Je pensais que ça prendrait 20 minutes. Le destin a le sens de l'humour, dit Marcus. Ou le sens du drame. Elle monta dans la berline, puis baissa la vitre. Marcus, cette nouvelle politique dont tu as parlé, sur le respect de tous les clients, assure-toi qu'elle tienne. Tout le monde n'a pas une histoire comme la mienne, mais tout le monde a une histoire. La berline s'éloigna, laissant Marcus debout devant son magasin. À l'intérieur, Robert travaillait déjà sur le nouveau panneau pour leur mur des légendes, présentant l'histoire d'Hélène. Les images de sécurité seraient montées, validées par les autorités, et utilisées pour la formation, un rappel permanent du danger des suppositions. Cédric se tenait seul sur le parking, regardant la berline disparaître. Son téléphone vibra avec un autre message, une autre partie de son ancienne vie qui s'effritait. Mais pour la première fois depuis le début de la confrontation, il ne pensait pas à lui-même. Il pensait à une femme aux mains tremblantes qui aurait pu le détruire complètement, mais qui avait choisi de lui offrir un chemin à suivre. Il chercha l'adresse du centre pour anciens combattants sur son téléphone. Demain, décida-t-il. Demain, il commencerait à devenir quelqu'un de meilleur. Alors que le soleil se couchait sur la ville, Hélène Moreau était assise à l'arrière d'une berline gouvernementale, se dirigeant vers un briefing sur les fantômes de son passé. Le tremblement de ses mains était constant, familier, presque réconfortant dans sa fiabilité. Elle avait appris à travailler avec, pas contre, tout comme elle avait appris à travailler avec l'âge, avec le doute, avec le poids des secrets portés pendant des décennies. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. Elle l'ouvrit pour trouver un simple texte. « Prague se souvient. Et vous ?» Elle supprima le message sans répondre, mais sa mâchoire se serra. Quelqu'un savait qu'elle arrivait. Quelqu'un qui avait attendu 25 ans ce moment. Patricia jeta un coup d'œil en arrière depuis le siège avant. « Tout va bien. »« Juste des fantômes, » répondit Hélène. « Ils ne reposent jamais en paix, n'est-ce pas? » « Non, » acquiesça Patricia. « Jamais. » Alors que la berline s'insérait dans la circulation, Hélène ferma les yeux et laissa son esprit dériver vers Prague, vers cette froide nuit de décembre où tout avait mal tourné. Le siège en cuir sous elle portait l'odeur subtile de l'efficacité gouvernementale, des produits de nettoyage qui ne parvenaient pas tout à fait à masquer des années de tension et de secret. Ses doigts tremblants trouvèrent le bord usé de la photographie toujours dans sa poche, et elle n'eut pas besoin de la regarder pour en voir chaque détail. Le visage de Fournier lui revint en mémoire, jeune et sincère, des flocons de neige pris dans ses cheveux sombres alors qu'il promettait qu'ils seraient tous à la maison pour Noël. Elle pouvait encore entendre son rire, la façon dont il résonnait dans la planque avant que tout ne parte en enfer. Rodriguez préparait du café, un café brûlé et horrible dont ils s'étaient tous plaints mais qu'ils avaient bu quand même. Le roi vérifiait l'équipement pour la 100e fois, sa nature méthodique un réconfort dans le chaos du terrain.
Petrov, malgré son nom, était un gars du sud-ouest pur jus, fredonnant des chansons de country sous son souffle en nettoyant son fusil. Et Morgan écrivait une autre lettre à sa fille, la 5e de la semaine, chacune scellée mais jamais envoyée, car la sécurité opérationnelle exigeait le silence. Le tremblement de ses mains s'intensifia à mesure que le souvenir se précisait. 25 ans, et elle pouvait encore sentir la cordite, encore sentir la chaleur de l'explosion qui les avait tous emportés, tous sauf elle. La culpabilité du survivant était une vieille compagne maintenant, usée et lisse comme une pierre de rivière, mais jamais complètement érodée. Elle l'avait portée à travers chaque cours, chaque élève qu'elle avait formé, chaque vie qu'elle avait façonnée. Chaque tireur d'élite qu'elle envoyait sur le terrain avec succès était une petite rédemption, un paiement minuscule sur une dette qui ne pourrait jamais être effacée. Patricia bougea sur le siège avant, jetant un coup d'œil en arrière à travers le rétroviseur. Hélène croisa son regard et vit ses propres fantômes s'y refléter. Patricia aussi avait perdu des gens. Ils en avaient tous perdu. C'était le prix de la vie qu'ils avaient choisi, le poids qu'ils portaient sous leurs médailles et leurs décorations. Mais Prague avait été différent. Prague avait été une trahison enveloppée de bureaucratie. Des vies dépensées pour des jeux politiques menés dans des bureaux confortables, loin du sang et de la neige. La ville défilait derrière les vitres, une rivière de lumière et de vie épargnée par le drame qui s'était déroulé à l'armurerie d'élite. Quelque part là dehors, Cédric était probablement encore assis dans sa voiture, fixant son téléphone et essayant de comprendre comment sa vision du monde s'était effondrée en l'espace d'un après-midi. Hélène se surprit à espérer qu'il suivrait son conseil concernant le centre pour anciens combattants. Non pas pour la rédemption, c'était son propre chemin à parcourir, mais pour la compréhension. Parfois, il faut voir le vrai sacrifice pour apprécier le poids de ses propres petites cruautés. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, elle ne le regarda pas. Quiconque l'attendait à Prague avait attendu 25 ans. Il pouvait bien attendre quelques heures de plus. Mais elle savait que les messages continueraient d'arriver. Chacun étant un petit caillou blanc la ramenant à cette nuit, à cette mission, à cet échec qui n'était pas censé en être un. Quelqu'un avait survécu. Fournier, ou un imposteur portant son visage. Chaque possibilité portait sa propre horreur. La berline s'arrêta à un feu rouge, et Hélène regarda un jeune couple traverser la rue, riant d'une blague privée, les mains entrelacées. Il semblait incroyablement jeune, probablement du même âge qu'elle lorsqu'elle avait enfilé l'uniforme pour la première fois. Avant Prague, avant le tremblement, avant le poids de 3000 élèves attendant d'elle une sagesse qu'elle avait payée de son sang. Elle se demanda s'ils savaient à quel point leur bonheur était fragile, à quelle vitesse le monde pouvait basculer du rire au coup de feu. Elle espérait qu'ils n'auraient jamais à l'apprendre. « Vous pensez à eux », dit doucement Patricia. Ce n'était pas une question, mais une déclaration de compréhension partagée. « Toujours », répondit Hélène. « Chaque jour. Chaque tir. Chaque fois que mes mains tremblent, je me souviens pourquoi. » Le feu passa au vert et ils avancèrent dans le crépuscule grandissant. Derrière eux, les ondes de l'après-midi continuaient de se propager. Les médias sociaux transportaient l'histoire à travers les continents, atteignant des vétérans dans de petites villes et de grandes métropoles, leur rappelant l'instructrice qui avait façonné leurs compétences et sauvé leur vie. Le hashtag la mère fantôme avait évolué, devenant un cri de ralliement pour ceux qui avaient été sous-estimés, rejetés, jugés sur les apparences. Dans son appartement à Lyon, Catherine Leroy était assise devant son ordinateur, tapant sa propre histoire sur la façon dont Hélène Moreau lui avait sauvé la vie en voyant ce qu'elle ne pouvait pas voir en elle-même. Dans un hôpital militaire à Paris, un vétéran amputé de 2 doigts s'entraînait aux modifications de prise qu'Hélène lui avait enseignées, se préparant à retourner au tir de compétition. Dans les bureaux et les foyers de tout le pays, Thomas Dubois n'était pas le seul à chercher des histoires de parents qui avaient servi en silence, formées par des légendes qu'il n'avait jamais connues. Marcus Bernard se tenait dans son magasin vide, regardant l'endroit où Hélène avait réussi les tirs impossibles. Il avait déjà rédigé les nouvelles politiques, déjà commencé les plans pour un mur commémoratif qui raconterait son histoire. Mais plus que cela, il pensait aux secondes chances, à la façon dont elle avait accordé sa grâce à Cédric, même après tout ce qui s'était passé. C'était une leçon qui valait plus que toute la précision de tir du monde. La berline s'engagea sur une autoroute, se dirigeant vers un bâtiment anodin où des briefings classifiés avaient lieu dans des pièces sans fenêtres. Les mains d'Hélène continuaient leur rythme, stable comme un battement de cœur, aussi familier que la respiration. Elle pensa aux élèves qu'elle ne rencontrerait jamais, ceux qui apprendraient des instructeurs qu'elle avait formés, transmettant des techniques affinées dans le sang et testées par le feu. Le tremblement ferait partie de cet héritage aussi. La preuve que l'adaptation était possible, que la force ne résidait pas dans des mains stables, mais dans une résolution inébranlable. Certaines promesses, elle l'avait appris, ne pouvaient être tenues.
La promesse de Noël de Fournier était morte dans la neige de Prague avec 4 autres promesses faites à des familles qui attendaient au pays. Mais d'autres, la promesse de se souvenir, d'honorer les morts, de ne jamais cesser de se battre pour la vérité, celle-là perdurait. Même avec des mains tremblantes, même avec les années qui passent. Les lumières de la ville se brouillèrent derrière la vitre alors qu'Hélène Moreau, la mère fantôme, se préparait pour une mission de plus. Non pas parce qu'elle le devait, mais parce que certains fantômes méritent d'être affrontés. Et quelque part à Prague, quelqu'un attendait. Certains soldats ne quittent jamais le champ de bataille, murmura-t-elle si bas que Patricia ne l'entendit pas, ils apprennent simplement à le porter avec eux. Le tremblement de ses mains continuait son rythme, stable comme un battement de cœur, alors que la berline disparaissait dans le crépuscule grandissant. Derrière eux, l'armurerie d'élite se tenait, transformée. Non plus seulement une armurerie, mais un lieu où les suppositions étaient mortes et où la vérité avait triomphé.